on est ici pour parler du R, de ce pack expert de R de réduction, un point très important, mais on va y venir tout au long de ce pack expert. On est ensemble pour 55 minutes. Ma première question, ça va tout d'abord de vous demander de vous présenter, de nous parler de vos missions, de vos entreprises, mais aussi de vos actualités, parce que je vais d'ailleurs commencer par Fabrice, puisqu'on va me parler d'éco-conception, mais il y a une actualité très forte. Donc, Fabrice, on se tutoie, nous, parce qu'on se connaît. Présenter, on connaît un petit peu. Donc, je ne fais pas de l'éco-communication, mais de l'éco-conception. Après, il y a de l'éco-communication, bien sûr, puisque tout est éco. C'est à la mode. Non, juste vous dire que le salon de l'emballage est une nouvelle fois l'occasion de la sortie d'un bouquin. Donc c'est celui-là qui est sorti aujourd'hui et qui est le tome 3 de la révolution de l'emballage. Je rappelle que le tome 1, c'était l'émergence des nouvelles solutions. Le tome 2, c'était, la deuxième période, c'était l'expérimentation, avec 101 études de cas. Et là, c'est le manifeste de réemploi, puisque le réemploi, on en parlera demain, je crois. C'est vraiment on va dire, le cœur de la révolution de l'emballage. Voilà pour l'actualité. La pub, si vous le voulez, il y a à 10 mètres, là, un peu plus loin, il y a un espace un petit stand. On les vendra, on vous les dédicacera même. Voilà. Merci Fabrice pour cette actualité brûlante, je dirais. Camille. Vous m'entendez bien? Écoutez, moi, ça fait 4 ans que j'ai rejoint le groupe Bell. Je m'occupais surtout de l'innovation avant. Et depuis le 1er mars, je m'occupe du Packaging Excellence Center, qui est dédié, c'est une équipe globale, dédiée à la partie innovation-transformation, tout ce qui va être CSR et nos engagements, et aussi la performance industrielle de nos emballages, dont la réduction et plein d'autres choses. Voilà. Stéphane, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, qu'est-ce qui se passe chez Fleury Michon en ce moment? Déjà, je me présente. Moi, je suis ingénieur emballage. Ça fait une dizaine d'années que je travaille chez Fleury Michon. Alors, Fleury Michon, c'est une entreprise familiale et indépendante. Et chez Fleury Michon, ce qui se passe, c'est qu'on met en œuvre notre projet qui est d'aider les hommes à mieux manger chaque jour, avec l'objectif de faire une transition liée à l'impact environnemental de nos emballages. Voilà. Merci pour cette présentation. Il y a Camille qui veut représenter, j'avais été un peu vite, le groupe Bell. Alors, on y va, on y retourne. Fabrice, tu vas trop vite. Camille, on y retourne. Oui, donc le groupe Bell, c'est un groupe familial français. On est très implanté en France, mais aussi dans 120 pays. Donc un chiffre d'affaires de 3,4 milliards avec les marques assez connues quand même, la Vache qui rit, Kiri, Boursin, et puis plus récemment tout ce qui est Pomme Pot, donc très implanté sur tout ce qui est healthy snacking. Et je dirais que la particularité dont on est assez fier, c'est vraiment ce double jambe responsable et rentable avec un directeur financier qui a à la fois la responsabilité de nos engagements CSA et des résultats financiers. Ce qui fait, on voit tout l'engagement du groupe sur le long terme et c'est très fort. Et c'est aussi pour ça que j'ai rejoint ce groupe-là, c'est on a une feuille de route au long terme et ça ne change pas tous les jours. Et la famille est vraiment engagée pour transformer les emballages. C'est vraiment un de leurs piliers cœur de la stratégie du groupe. C'est vrai que c'est un point important pour fidéliser aussi les collaborateurs et les équipes. Exactement. Ça fait partie des points importants pour les jeunes générations. Ça permet de recruter, mais c'est aussi, je pense qu'on a des gens très engagés et Fabrice connaît bien les équipes, mais c'est vrai qu'ils le vivent au quotidien et on essaye de transformer avec nos petites marques, mais on essaie d'influencer un petit peu partout dans le monde en essayant de faire du mieux qu'on peut, mais c'est vrai que c'est très très engagé comme groupe. Eh bien, merci pour ces précisions, Camille. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, je dirais même. Je vais demander à Fabrice de revenir un peu sur les bases et de nous présenter les différentes formes de réduction. Alors, la réduction, telle qu'on l'entend, elle existe depuis très longtemps, puisque ça fait depuis la directive 94-62 CE, que vous connaissez, puisque Stéphane, Camille, vous l'appliquez depuis, comme son nom l'indique, 1994, qui prônait et qui prône toujours d'ailleurs, puisqu'elle n'est pas encore éteinte, elle va bientôt être éteinte, on verra à la fin de ce slide,
qui prône la réduction à la source. Donc la réduction à la source, c'était essentiellement une réduction de poids et de taille d'emballage qui a bien fonctionné, puisque cette directive de 94, je crois que c'est en 2004, c'est-à-dire 20 ans après, avec la croissance, la démographie, 20 ans après, en fait, le poids des emballages mis sur le marché était moins élevé en 2004 qu'en 1994. On avait baissé, mais cette directive a quand même conduit à petit arriver à de l'emballage souple. Et certes, une transition alors. Oui, elle a certes diminué la quantité, le poids d'emballage mis sur le marché. Par contre, elle en a rendu certains non recyclables, notamment des plastiques souples complexes avec des complexes de différentes résines. Donc, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est essentiellement remise en cause. Ça, depuis 1994, c'était au siècle dernier, elle a eu plusieurs révisions, mais c'était la réduction telle qu'on l'entendait. Est arrivée en 2008 une autre forme de réduction qui était l'interdiction en fait. C'est-à-dire qu'en 2008, avec la single-use plastique, en fait, on a fait de la restriction, voire de l'interdiction de mise sur le marché de certains emballages en plastique et de pièces en plastique. Et bien, donc ça a contribué de facto à de la réduction. Bien qu'on ait trouvé... quand on réduit, qu'on dit on ne peut plus mettre de paille en plastique sur le marché, on a mis la même quantité en carton. Donc on est resté avec des emballages, mais... on a trouvé des alternatives mais qui ne sont pas forcément... Là où ça commence à devenir plus intéressant, c'est la loi AGEC. Alors, plus intéressant en termes de réduction, je dis bien pas forcément pour les industriels, parce que ce n'était pas une bonne nouvelle, notamment quand vous faisiez des fruits et légumes, puisque vous n'aviez plus le droit d'utiliser d'emballage en plastique pour des fruits et légumes non préparés à moins d'1,5 kg. Et là, on était vraiment sur une volonté de réduction. La loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, il faut bien voir que c'est anti-gaspillage et on considère que l'emballage à usage unique est une forme de gaspillage et qu'il faut en limiter la quantité, notamment la quantité d'emballage à usage unique en plastique, qui vise d'ailleurs vers 2040, plus d'emballage à usage unique en plastique. Bon, j'espère que je serai encore là pour le voir, mais je ne suis pas certain que ça existe en 2040. Enfin, tu me diras, Camille, tu viendras graver ça sur là où je serai. Après, on a eu la loi climat et résilience. C'est pour bien comprendre un petit peu ces lois. Et la loi climat et résilience, elle est essentiellement sur une réduction des émissions de CO2. Et cette réduction des émissions de CO2, elle découle sur une réduction d'emballage sur le marché. Mais c'est une autre forme de réduction. Donc on voit qu'on est parti de la réduction de poids à la réduction de taille, à de la réduction de nombre d'emballages mis sur le marché, à de la réduction de CO2, renforcée par le Green Deal, c'est-à-dire le plan d'action pour une économie circulaire européen qui vise à une neutralité carbone à horizon 2050. Donc la neutralité carbone, c'est pas rien du tout. Et donc elle va forcément vers de la réduction. Et puis on a l'effet qui se coule qui va arriver, qui devrait arriver bientôt, qui est le règlement PPWR, donc le règlement qui va remplacer la directive 94/CE et qui lui vise très très clairement moins d'emballage à usage unique. Puisque je suis éco-concepteur et non éco-communicant, mais je suis aussi élu local et en charge des déchets. Et la volonté de l'élu, c'est quand même de diminuer les emballages, c'est de diminuer, c'est la réduction des déchets, et parce qu'on considère qu'on fait tout ce qu'il faut, on a nos bacs jaunes, on récupère, on a nos contrats avec nos centres de tri, même s'il faut beaucoup plus recycler, mais n'oublions jamais que la recherche
politique, elle est dans la réduction des déchets. Et la réduction des déchets, elle passe vers moins d'emballage à usage unique, pas forcément moins d'emballage, puisqu'on verra que le moins d'emballage à usage unique, c'est aussi peut-être plus d'emballage à usage multiple. Donc, juste cette petite introduction pour vous montrer que la réduction, souvent quand on parle de réduction, les gens, la moitié des gens, ils vont prendre le paquet de cornflakes en vous disant, vous avez vu, il est plein de vide, ou le suremballage, ou ils vous prennent un emballage de vin spiritueux ou de parfum qui est extrêmement lourd pour la quantité, parce que plus c'est lourd, plus ça fait cher. Non, la réduction, c'est beaucoup plus complexe que ça et beaucoup plus large. Voilà pour la petite introduction et je vais vous laisser la parole. Merci Fabrice pour nous expliquer ce qu'est la réduction. Sur cette mise en matière et on comprend bien en effet les différentes étapes et ce vers quoi on va. Du coup, j'ai envie d'avoir votre regard, moi, sur forcément sur votre vision de la réduction, aussi ce que vient de dire Fabrice. Et puis vous nous expliquerez aussi quelles différentes formes revêt chez vous la réduction. Juste un petit commentaire sur, pour moi, la PPWR, c'est surtout la première fois où l'Europe est enfin alignée. Et pour nous, industriels, ça fait une énorme différence parce que ça fait des années qu'on lance des choses et on lance dans tous les pays d'Europe. Et en fait, les pays européens n'étant pas alignés, on a lancé des choses recyclables dans un pays, pas recyclables dans l'autre. Et là, ça y est, on a enfin une loi qui fait qu'on peut démarrer des vrais projets, des gros projets qui font des grosses transformations industrielles, qui coûtent des millions, mais on ne pouvait pas se le permettre avant. Donc ça va vraiment être un gros changement, en tout cas pour Bell, c'était vraiment attendu. Et ça va être contraignant, mais on en a besoin si effectivement on veut passer certains changements dans nos emballages cœur. On a besoin de ça, en fait. Vous vouliez aussi rebondir, peut-être, Stéphane ? Non, je complète, surtout qu'on a sur des fournisseurs qui sont européens. Et c'est vrai que ça a du sens d'avoir une réglementation européenne. Parfait. Je vous laisse commencer peut-être pour nous donner votre vision. Donc, chez Bell, c'est tout. Alors nous, on n'a pas 3, on en a 5. Alexandre adore les R. Il y a toujours le refuse, qui est toujours enlever les emballages, finalement, les emballages inutiles. Ça a été fait, je dirais, il nous reste quelques-uns, mais c'était finalement assez facile d'enlever ces emballages. C'était plutôt... Je peux vous demander des exemples par exemple, on va le voir, mais sur Boursin, on a enlevé le carton autour. À Péricube, on est en train de transformer l'emballage aussi pour l'enlever. Je dirais que la plus grosse difficulté, c'est de convaincre le marketing. Mais sinon, au niveau technique, on n'a pas eu trop de difficultés pour emballer. C'est quoi la définition d'un emballage inutile chez Bell ? Finalement, c'est ce qui n'apporte que du marketing, qui n'a pas du côté technique protecteur du produit. Pas de fonctionnalité. Pas de fonctionnalité. Donc on est assez strict et il en reste plus énormément effectivement dans ce qu'on appelle, on a toujours un petit peu de marketing pour sûr, mais c'est vrai qu'on a enlevé ce qui était visiblement inutile et c'était surtout de la négociation avec le marketing. Alors moi j'ose pas le dire comme tu le dis. Je dis l'emballage inutile est un emballage qui n'a pas de fonctionnalité essentielle, qui sont 3. La première, la protection du produit, parce que c'est à ça que sert un emballage. La seconde, c'est participer aux opérations de logistique de l'emballage. Et la troisième, c'est donner l'information aux consommateurs. Et c'est là que j'arrive sur le marketing, en disant, attention, la communication et l'information, c'est pas la même chose. Tout à fait. Tu as raison. Mais si ça tient effectivement sur l'emballage et qu'on a suffisamment de place pour communiquer les informations légales, en général, on a pu les supprimer. Alors le deuxième. Le deuxième, donc, c'est tout ce qui est réduction. Donc on va en parler un peu plus, mais c'est tout ce qui va être espace de tête. Donc on retrouve la réduction des sachets, comme sur la photo, la Babybel aux États-Unis, où on a pu réduire effectivement les espaces vides. Donc ça avance pas mal. C'est plutôt facile. C'est encore de la négociation pour la visibilité en magasin. Donc c'est toujours un peu ce challenge d'être visible et que le marketing accepte de réduire. On a aussi quelques challenges techniques au niveau des machines pour le remplissage, mais ça avance plutôt pas mal. Tout ce qui va être reuse, donc ça c'est tout ce qui est réemploi, et ça c'est vraiment des gros changements pour nos consommateurs, c'est-à-dire acheter non pas des portions, mais acheter du tartinable en pot en verre, qu'on va re-remplir. Et ça, c'est un gros changement pour nous. C'est pas encore complètement installé. Non, on va être en test début d'année prochaine avec des supermarchés. Et on fait une coalition avec d'autres industriels. L'idée étant pas d'être seul,
parce qu'on se rend compte que quand on est seul avec une seule machine en rayon, le consommateur il ne comprend pas comment marche la machine, il ne voit pas vraiment l'intérêt, alors que là on s'est associé avec Danone, avec Le Sieur, pour avoir la même machine sur tous nos produits et vraiment créer un nouvel usage pour les marques en vrac qui sont produits mous. Donc ça va être un vrai test et c'est, je dirais, le plus gros challenge finalement, c'est de changer les consommateurs, changer la grande distribution. Ce n'est pas forcément les projets les plus techniques. Oui, il faut être très hygiénique, mais le plus gros challenge, ça fait 4 ans qu'on est sur le projet, c'est de faire bouger les acteurs, faire bouger les consos et les amener, transformer nos marques aussi sur pas sur le modèle portion, qui est quand même le cœur de métier de Bell, c'est la portion. Oui, on verra tout à l'heure quelle place occupe notamment le consommateur dans toute cette démarche. Je vous laisse terminer sur les Et le dernier, donc Restore, c'est tout ce qui va être tendre vers les emballages renouvelables. Donc on essaye de supprimer l'aluminium et le plastique. C'est des gros challenges pour le coup de changement industriel. C'est pas si facile et on retrouve... Même de produits, parce que la vache qui sans son... Voilà. Et de recyclage, c'est pas toujours facile. Donc c'est là où on trouve beaucoup de challenges techniques où l'équipe innovation travaille beaucoup. Après, il y a tout ce qui est certification déforestation. Et le dernier, donc le Recycle, qui est vraiment la PPWR, donc tout ce qui va être emballage recyclable ready. On est toujours là-dessus avec des gros challenges techniques. C'est pas facile. Donc on espère, je ne pense pas qu'on sera dans les temps en 2025, mais on y travaille. Mais il y a des gros challenges techniques. On a gardé les plus compliqués sont maintenant en fait. Donc tout le challenge est pour les équipes maintenant de réaliser ce 100%. Merci. Fabrice. Juste rappeler que demain, je crois, il y a une conférence, le Pack Expert, sur le réemploi et après-demain sur le recyclage et le recyclé. Avec Aude, oui. Donc en fait, Bell aurait pu cocher à toutes les cases. On essaye, on tente un peu partout. On aborde les 3 R en effet durant les 4 jours de conférence, donc n'hésitez pas à revenir. Stéphane. Oui, donc chez Fleury Michon, on a défini le juste emballage avant de parler de la réduction. Pourquoi le juste emballage ? Bien, parce que déjà, on met des produits, on l'a dit ce matin à la conférence d'ouverture, mais c'est avant tout des produits qui sont mis en marché et on utilise les emballages pour mettre ces produits. Donc c'est important de repositionner le juste emballage. Donc le juste emballage, il est avant tout là pour le consommateur parce qu'on a besoin de l'informer et de faciliter l'usage du produit. Il est là pour le produit, pour le conserver le produit, pour éviter le gaspillage. Et puis, il est donc dans le juste emballage, c'est là qu'intervient la réduction, c'est-à-dire qu'on choisit le bon matériau, mais dans sa juste quantité. Et donc c'est vrai que partout où il y a eu des excès, pas des excès, mais en tout cas des surqualités de matériaux, on a réduit autant que possible les quantités de matériaux utilisés. Et puis, de plus en plus, à notre époque, et par rapport à nos impacts environnementaux, la fin de vie de l'emballage est vraiment importante. C'est pour ça que dans le juste emballage, la notion de fin de vie est essentielle. D'ailleurs, dans une des échanges que nous avions eus, je me souviens plus si c'est dans la préparation ou avant, tu me disais aussi que chez Fleury Michon, l'emballage devait participer au bon goût, au bon. C'est-à-dire que ça véhicule l'image de la société et c'est vrai que quand on a en main le produit, c'est-à-dire d'abord l'emballage qu'on a en main, et effectivement il participe à la qualité, à la qualité et en tout cas au ressenti qu'on va pouvoir avoir quand on va consommer le produit. À la reconnaissance aussi peut-être du client qui achète une marque qui lui est fidèle aussi. Effectivement, ça fait partie aussi des difficultés de la réduction, c'est-à-dire qu'on a tous en tête l'image de la bouteille cristalline qui est un petit peu, quelquefois, on approuve la réduction de matière utilisée, mais en même temps, l'aspect un peu difficile d'utilisation, le ressenti. Oui, le ressenti. Merci. Merci. Est-ce que vous voulez ajouter d'autres points ou c'est par rapport à la présentation? Fabrice, tu voulais rebondir?
Non, je pensais à Cristalline en me disant que je poserai la question à Agnès Jacot. Agnès Jacot sera parmi nous, notamment. Donc, on aura l'occasion de lui poser la question. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent. Et en t'entendant, déjà tous les restaurateurs, enfin les grands restaurateurs nous expliquent que la présentation de l'assiette, d'ailleurs dans toutes les émissions que l'on voit, compte beaucoup. Donc je pense que la présentation de l'emballage, notamment quand on l'ouvre, et puis aussi la gestuelle d'usage, la gestuelle d'utilisation compte beaucoup. Il ne faut pas oublier ça, et effectivement, dans notre expérience. Voilà. Je pense qu'ouvrir une vache qui rit, c'est une expérience. Des proches disaient que la personne qui avait inventé le fil rouge pour ouvrir la vache qui rit méritait la Légion d'honneur. Je trouvais ça assez... Voilà. Et puis, l'expérience d'usage est très importante. Alors, on va aborder un autre point maintenant, c'est comment justement on parvient à la réduction. J'aimerais que vous me parliez de concepts, mais aussi d'exemples et de vos projets d'entreprise. Qui se lance? Camille. Allez, Camille. Qui racontait. Le paradoxe. Là, on a un bon exemple de réduction, mais pas que. Parce que j'ai l'impression qu'il y a de la réduction et pas que de la réduction. On a tenté plusieurs choses. Là, c'est plusieurs étapes. Ça fait quand même à peu près 4 ans dessus. La première chose qu'on avait fait, c'était un pot plastique. Et donc, on a supprimé le cavalier. Donc, on voit à droite, effectivement, 100 cavaliers. L'idée, effectivement, c'était simplement d'enlever cet emballage non nécessaire. Et ensuite, on est allé un peu plus loin. On a voulu passer sur tout ce qui est pot carton. Alors ça, c'était une vraie aventure. C'est là où ça devient un paradoxe aussi, parce que le pot carton n'est pas recyclé partout. Donc, on a beaucoup investi dans nos lignes. Autant la première partie, c'était vraiment de la productivité. Finalement, quand on parle d'argent, c'est facile de vendre des projets. Mais passer au pot carton, c'est beaucoup plus cher que le pot plastique. Donc, c'était vraiment notre ambition du groupe de supprimer le plastique où est-ce qu'on pouvait. Pour l'instant, on a un pot carton qui a encore le plastique à l'extérieur, donc ça limite sa recyclabilité. Et donc, on travaille encore sur la version d'après pour essayer d'enlever le plastique à l'extérieur. Donc, il y en a à l'intérieur. Voilà, il y en a toujours à l'intérieur parce que le produit est très humide. Donc, on n'a pas encore trouvé de solution sans plastique. Mais on a une bonne réduction d'empreinte carbone puisqu'on a aussi cet engagement de neutralité carbone chez Bell. Voilà, et donc c'est un des... Le pot, il était plus lourd ou moins lourd en carton? Il était moins lourd. Il était très très épais en plastique. Donc pour le coup, c'était bien. C'est plutôt cette recyclabilité qui est finalement décevante puisqu'on pourrait être recyclé avec les briques. Mais manuellement, on est enlevé du système des briques. Donc il y a des frustrations sur cet emballage et on espère que la législation va faire qu'on sera vraiment recyclé comme ça devrait l'être en fait. Et pourquoi ils enlèvent des briques? Ils vous expliquent Parce qu'en fait, le système des briques est quand même plutôt financé par les briques Tetra Pak. Ils recherchent de la fibre plus longue, ils vont rechercher des matériaux spécifiques. Ils veulent être sûrs de ne pas contaminer aussi une filière qui est assez propre et pouvoir avoir une filière de qualité en termes de recyclabilité. Donc, ils suppriment tout ce qui ne ressemble pas vraiment à une brique de lait. Donc, ce qui veut dire qu'il y a clairement une différence entre ce qui est potentiellement recyclable et clémé, puisque beaucoup de cartons de ce type, on le claim « je suis recyclable », et la réalité dans la vraie vie. C'est ça. Oui, tout le système fait qu'on est bien détecté, et puis après, il y a les centres de tri ont aussi des demandes par rapport au système de recyclage, et ils vont sélectionner certains emballages, et pour l'instant, on n'est pas toujours sélectionné. Ça va dépendre des centres de tri, mais la majorité ne nous sélectionneront pas pour partir avec la filière brique. Donc avec cet exemple, vous nous montrez finalement qu'en passant à un pot en carton, on a quand même une contrainte en termes de recyclage. Alors on est mieux en carbone, on est mieux en poids, donc on a bien réduit, mais en termes de recyclabilité, on était peut-être mieux en pot rigide initialement. Voilà. Il y a encore donc des progrès à faire, ouais, on le voit, pour être en tout cas dans le respect des règles et de la législation. Ouais. Merci pour cet exemple. C'est un autre. Celui-là? C'est toujours moi. Pardon, là il y a beaucoup de choses. Là. Alors, ouais, en fait c'est une autre approche. En fait c'est vrai que ça fait des années qu'on fait de la réduction et on a fait finalement les choses les plus simples, les réductions d'épaisseur. Mais là on s'attaque, on a formé toutes les équipes à une méthode qui s'appelle la DTSV, donc c'est Design to Sustainable Value. Et l'idée c'est de reprendre de A à Z nos produits cœurs et d'aller remettre la valeur là où le consommateur porte de l'importance.
Donc on fait une analyse très détaillée de tous les coûts de l'emballage, même du produit, de A à Z, et on essaye de regarder vraiment ce qui a une importance. Donc, comme tu disais, le fil rouge de l'ouverture, elle doit être parfaite pour le consommateur. Par contre, effectivement, le fait que la feuille alu soit de 10 microns ou de 12, ça a moins potentiellement d'importance. Donc on va aller chercher ces jalons de productivité dans chaque partie de l'emballage et repenser les hauteurs de boîte, les dividers, changer les caisses, optimiser la logistique. Mais c'est des projets très très longs, puisqu'il faut vraiment partir de la portion et arriver jusqu'à la palette, sachant qu'on a plusieurs dizaines d'usines et qu'il faut garder l'harmonisation de la vache qui rit partout dans le monde. Mais voilà, c'est des gros projets auxquels on s'attaque parce qu'on a fini finalement un peu les petits projets faciles et maintenant il faut vraiment s'attaquer au cœur de nos produits avec cette méthodologie qui est assez intéressante pour détecter les jalons de productivité. Vous en avez tiré des résultats ou c'est pas encore... On a démarré et justement sur la portion aluminium, je dirais que la difficulté avec la PPWR, c'est qu'on était beaucoup dans la réduction de l'aluminium. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que l'étiquette, elle est devenue trop lourde maintenant. Parce qu'on a tellement réduit l'alu, proportionnellement, l'étiquette est devenue trop lourde. Donc on n'atteint plus nos 70%. Voilà. Donc c'est toute cette réduction de matière maintenant qui nous pose un peu problème, c'est qu'on est devenu tellement léger sur l'aluminium, l'étiquette est trop lourde, donc potentiellement on devra supprimer l'étiquette pour atteindre ces 70% d'aluminium pour la PPWR. Donc, voilà, il y a plein de choses qu'on est en train de retravailler avec cette nouvelle législation. Et donc, c'est en cours, mais c'est des très gros tonnages de carton en moins et d'aluminium en moins, si on y arrive. On a le même problème, on verra sur le réemploi, si vous voulez, avec ces pourcentages. C'est-à-dire que sur le réemploi, on doit avoir on a droit à 20%, c'est-à-dire le bouchon, non réemployable, puisque le bouchon n'est pas réemployable. Donc quand vous faites un emballage en verre, pas de problème, hein, vous pouvez... Mais quand vous allez vers un emballage allégé, plus vous allégez l'emballage, plus les 20% deviennent problématiques et on les explose. Donc ça fait partie, mais on va en parler tout à l'heure, des paradoxes. Ce que je voudrais dire aussi en écoutant, c'est ne pas se tromper. L'étude que nous avons réalisée sur All4Pack, elle dit exactement ce que tu as dit tout à l'heure. Parce qu'on dit, bon, les consommateurs, effectivement, quand tu leur dis qu'est-ce qu'un bon emballage pour l'environnement, bon, ils sont tous d'accord. Ils vont te dire il faut qu'il soit recyclable, tout, même s'ils ne font pas le geste. Mais n'oublions jamais que dans cette étude, on démontre encore que la principale préoccupation du consommateur par rapport à un emballage, vous savez ce que c'est ? C'est l'ouverture et la refermeture quand il se fait. 70%. La recyclabilité, les trucs de l'environnement et tout, ça arrive après à 50%. Avant tout, je pense qu'un consommateur de vache qui rit, qu'il soit enfant ou la maman, ce qu'il veut, c'est que ça s'ouvre bien et que ça protège bien. Ouais. Et de moins en moins, les consommateurs sont intéressés par ces problématiques environnementales, en fait. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut qu'on fasse de la CSR sexy. Donc c'est une injonction contradictoire, en fait. Exactement. En fait, il faut trouver d'autres façons de communiquer nos transformations d'emballage, mais on parle très peu de la réduction, on parle très peu du carbone, on va plutôt finalement parler du gain d'usage, parler d'autres choses qui les intéressent. Et finalement, c'est notre travail un peu dans l'ombre, mais ça ne vend pas vraiment. Donc, ça va un peu de soi, finalement. Oui, il faut que ce soit là. C'est l'éco-conception, on est obligé de le faire. Ça ne les intéresse pas spécialement. Merci. On est obligé ou on doit ? C'est un peu les deux. C'est bien de le faire. C'est bien de le faire. Il faut le faire de toute façon. Est-ce qu'on a un autre exemple ? Alors, on a d'autres exemples, peut-être chez Stéphane. Alors, Stéphane, il y a des beaux exemples aussi. Oui, alors, Michon. On fait également de la réduction de matière sur les emballages en plastique. Mais moi, j'ai choisi d'illustrer la réduction de plastique avec 3 emballages qui, en fait, sont la suppression du plastique et le remplacer par une autre matière qui est le carton. Donc, je commence par l'emballage pour le jambon, où ici, on a remplacé la partie APET par un papier carton sur lequel on a complexé un plastique pour conserver le produit, puisque, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est d'abord le produit qui doit être protégé. Et ça permet, en tout cas, de passer d'un emballage plastique non recyclable à un emballage à base de papier carton recyclable,
Alors, c'est vrai que ce n'est pas encore un emballage parfait puisqu'il n'est pas entièrement recyclable, mais en tout cas, il a le mérite de montrer un travail qui est fait pour réduire autant que possible la quantité de matière plastique pour un produit tel que le jambon blanc. Alors, réduire le plastique, réduire le poids de l'emballage? Non? Alors, le poids, on va dire qu'il est identique. Hein. On a remplacé la matière à PET par du papier. Voilà. Alors, cette réduction, on en a parlé avec Fabrice quand on a préparé l'intervention. Elle a quand même généré des choses assez importantes en termes de cheminement. Tout n'a pas été aussi facile, c'est ça que je voulais dire. Alors, il y a peut-être d'autres exemples aussi, parce que je vois... Ouais. Parce qu'il y a la barquette, J'ai vu la barquette aussi, ouais. Alors, les autres exemples, on peut en parler aussi. La barquette en bois, qui est une barquette pour plat cuisiné. Et donc, ça, c'est le fruit d'un long travail pour supprimer la matière plastique dans les plats cuisinés. Et ça n'a été possible, contrairement à la barquette de jambon, ça n'a été possible qu'avec un gros investissement industriel, puisque là, le process de fabrication de nos plats cuisinés a été modifié pour pouvoir intégrer le changement de matériaux. Ça nous a permis de faire un produit plus qualitatif en même temps que la suppression de la matière plastique. Alors on a encore, voilà, on voit moins 65% de plastique, 86, il y en a encore. Ça veut dire que vous allez baisser encore C'est encore une part de possibilité, c'est ça que tu veux dire, Fabrice? Ouais, c'est terminé, on sent qu'on est un peu... Alors, concernant la barquette bois, il reste encore un petit film plastique autour pour conserver le produit. On peut le réduire le plus fin possible, mais bon, c'est vrai qu'il y a une limite. Il y a une limite pour conserver le produit, pour qu'on puisse le manipuler, le transporter. Concernant la barquette qui est au centre, c'est une barquette qui n'est pas destinée à la grande distribution, mais qui est destinée pour les établissements de santé. Et là, c'était un petit peu plus facile pour nous, puisque c'est un plat qui est surgelé. Hein. Donc là, du coup, on a réduit... c'était une barquette à l'origine qui était en CPET, et on l'a remplacée par du carton complexé avec un liner PET, mais c'est une barquette qui est emboutie. Hein. Donc là, comme on est sur du plat surgelé, c'est vrai que la réduction de plastique, on l'a commencé comme ça, et on peut se dire qu'on peut aller encore plus loin, ça serait encore possible, il y a un peu de travail à faire. Merci pour ces présentations. Alors, est-ce qu'on a encore des exemples? Alors, peut-être chez Fleury Michon. J'ai toujours aimé ça. Pourquoi j'ai aimé ça? Parce que, en fait, quand j'ai écrit, là, il y a 2 ans, les 100 exemples de l'expérimentation des nouvelles solutions, vous savez, il y a plein de gens qui me disent, c'est quoi l'emballage idéal? Je dis, il n'y en a pas, parce que s'il y en a un, on ne ferait pas un salon. On mettrait l'emballage idéal au milieu du hall et puis on tournerait autour, comme ça, et de montrer qu'il y avait, en fait, et c'est un peu pour ça qu'il y a un peu le boxon de la manifestation, je mets réutilisable, recyclé, zéro plastique, origine végétale, etc. C'est que je me suis rendu compte que les metteurs en marché, en fait, n'avaient pas du tout les mêmes solutions, c'est-à-dire qu'ils avaient... et souvent que ces solutions étaient faites en fonction de leur stratégie RSE, même de la position géographique de leur siège social ou de leur entreprise. Moi, j'habite à côté du Mont Blanc, et les gens à côté du Mont Blanc, enfin vraiment dans les Alpes, nous, on est extrêmement sensibles au réchauffement climatique. Tous les matins, quand je me réveille, il en manque un peu. Ça monte un petit peu. Donc, très sensible à ça. Et je me suis rendu compte que les gens qui étaient plus dans l'ouest, au bord de la mer, eux, ils étaient vraiment sur la réduction plastique. Parce qu'eux, ils sont confrontés à la pollution plastique. Croyez-moi,
au sommet du Mont Blanc, il y en a beaucoup. Parce que les gens qui montent, des fois, ils ne redescendent pas. Je suis très étonné qu'ils ne redescendent pas toujours avec avec quoi ils sont montés. Et j'aimais beaucoup ce slide, et je t'ai demandé de le remettre parce que ça montre aussi une chose, et qui est dit là-dedans, c'est que la révolution de l'emballage, ça ne va pas se faire en une journée. Ça rebondit, Fabrice, avec la question que je voulais poser à Stéphane. Voilà, c'est ce que je vous disais, c'est tout à l'heure, quand on a préparé l'intervention, ça n'a pas été aussi facile, et c'est ça, en fait, c'est une échelle de temps et le temps de la mise en place, en fait. C'est ce que j'ai essayé de représenter à travers ce petit schéma, c'est-à-dire que, en fait, pour aller vers l'emballage idéal de demain, on se fixe des lignes rouges. Et puis, on ne peut pas y aller directement. C'est trop compliqué. On ne peut pas le mettre en place tout de suite. Donc, on a fixé des lignes rouges. Les lignes rouges, elles sont symbolisées ici par la santé, parce qu'effectivement, nous, ce qu'on veut surtout pas, c'est rendre malades nos consommateurs. Et donc, c'est hyper important que nos emballages protègent bien nos produits, qu'il n'y ait pas de migration, qu'on respecte les limites de migration qui sont définies en Europe, en France, sur les papiers cartons et ailleurs. Il faut qu'on tienne compte de l'environnement. Donc, on fait des études ACV, on prend en compte effectivement l'impact des bilans carbone. On doit aussi tenir compte de tous les changements, les nouvelles réglementations qu'il peut y avoir sur les matériaux. Je pense par exemple au carton, que c'est quelque chose qui est en train de bouger beaucoup en ce moment. Et puis il y a les usages de consommateurs. C'est clair qu'on ne peut pas mettre en marché un emballage qui ne répondrait pas aux attentes du consommateur. Il y a un aspect financier, mais ça c'est évident sur les investissements. On ne peut pas modifier toutes les lignes de production en même temps sur tous les sites, c'est pas possible. La fin de vie de l'emballage est effectivement incontournable maintenant. Et puis, je disais aussi l'acceptation client par rapport au changement qu'on peut faire. Donc, à partir des lignes rouges qu'on se fixe, eh bien, on tire des bords. Donc, c'est ce qu'a bien aimé Fabrice. Donc, de temps en temps, c'est vrai qu'on va mettre sur le marché un nouvel emballage. C'est vrai qu'il nous permet d'apprendre et puis de se rapprocher un petit peu, d'aller vers l'emballage idéal, mais c'est sûr que c'est pas l'emballage idéal, mais c'est pas grave parce qu'il y a un moment donné, eh bien, il faudra savoir changer, et le modifier et retirer un autre bord. Donc voilà, c'était ça que j'avais essayé de représenter par ce schéma. Ben oui, c'est sûr. En montagne, on fait la même chose. En Haute-Savoie, on dit on ne monte pas de raie dans le pentu. Il n'y a pas comme ça. On y va comme ça. Et chez Bell, on y va comment alors? Pareil, on tente aussi des choses et on revient sur nos pas, on retente d'autres choses, on teste le marché aussi, on choisit certains pays pour tester. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, on ne parle plus de poids d'emballage. Ni Fleury Michon, ni Bell ne parlons de réduction de poids. Nous n'avons pas de KPI de réduction de poids d'emballage. On a un KPI de réduction du plastique, parce que c'est pas bien recyclé, on a un KPI de réduction de l'aluminium, mais on ne regarde pas tellement le tonnage au total, parce que on peut finalement passer sur des matériaux plus lourds, mais recyclables. Donc c'est vrai que ça, c'est un gros changement des 10 dernières années. Le poids n'est plus un critère. Alors oui, on va essayer de le limiter, mais c'est pas regardé comme ça, en tout cas au niveau du groupe. Et c'est vrai que c'est assez complexe de choisir les matériaux finalement. Mais le poids ne fait plus partie du choix. Et vous mesurez comment avec des ACV? Parce que souvent on me dit que le poids, c'est l'alpha et l'oméga de l'ACV. Non, parce qu'effectivement on a un logiciel d'ACV qu'on a développé avec Cantis. Et donc on analyse toutes les solutions techniques. Et effectivement, ça va être aussi l'optimisation de la logistique. Finalement, ce n'est pas l'emballage qui a le plus d'impact, c'est souvent la logistique. Donc on va plutôt être sur la forme géométrique. Et ça va être ça en premier qui va avoir le plus d'impact. Finalement, entre le poids du papier, même le papier aura un meilleur impact carbone, même s'il est un peu plus lourd. Donc le poids ne veut plus dire grand-chose. Il faut mieux réduire le nombre d'unités plutôt que le poids en lui-même qui, pour moi, ne parle plus et qui ne veut plus rien dire.
Oui, moi je suis d'accord, et il faut faire attention parce que si par exemple on a un indicateur sur le taux de recyclabilité de nos emballages et qu'on réalise un gros projet de réduction de poids, eh bien la conséquence c'est que le taux de recyclabilité peut diminuer grâce à la réduction de poids. Donc on est obligé de regarder dans leur ensemble parce que sinon nos indicateurs pris individuellement ils veulent pas dire grand-chose. C'est toutes les paradoxes finalement de J'allais y venir l'éco-conception. totalement. Je La sais que tu vas venir, transition, mais oui, la transition est je te fais la complètement venue. transition claire, mais Totalement. juste de dire et qu'on le retrouve plein de fois. C'est-à-dire que des fois, si on veut diminuer la quantité, il faut augmenter autre chose. Et ça me fait aussi la transition pour la prochaine conférence qui sera derrière sur l'emballage secondaire, enfin emballage de livraison, emballage secondaire et tertiaire. C'est que certes, les consommateurs, ils ont la portion de vache qui rit entre les mains, mais vous livrez des palettes en fait. Des palettes assez loin en plus. Donc c'est vrai que l'optimisation est importante. Alors justement, on parlait tout à l'heure du consommateur et de sa place. J'aimerais qu'on y revienne, parce que c'est quand même lui qui est au cœur de tous ces enjeux aussi, en tout cas qui est là pour avoir une place quand même très importante. Quelle est selon vous sa perception? Est-ce que parfois vous avez noté aussi un décalage mais entre cette volonté et sa consommation? Stéphane. Clairement, dans les exemples que moi j'ai pu illustrer tout à l'heure, par exemple la barquette de jambon, c'est vrai que c'est une barquette qui est extrêmement bien perçue par le consommateur d'un point de vue de perception environnementale. Par contre, c'est vrai que si elle est un petit peu plus chère, le consommateur n'est pas prêt à l'acheter. Premier point important quand même, qui reste là. Tout à l'heure, tu l'as évoqué, c'est que comme je le dis, le consommateur, il veut pas d'emballage, très peu, même voire pas du tout d'emballage, mais surtout, il veut qu'il soit facile à ouvrir, ce pas d'emballage, facile à... Idéalement, il faudrait qu'il se transforme en fleur quand on l'a vidé, ça serait bien, qu'il s'envole et qu'il sente bon, ou alors qu'il parte chez le voisin. Mais en tout cas, oui, on voit très clairement dans les chiffres que il y a une forte volonté du consommateur d'aller vers des emballages recyclables, des emballages recyclés, moins d'emballages, mais que dans les faits, il ne veut pas payer et ce n'est pas son premier critère de choix. D'où la méthode, c'est pour ça qu'on fait cette méthode DTSV. En fait, on essaye de pouvoir se payer quelque chose de plus cher en allant enlever des coûts sur les transports, sur d'autres emballages qui sont invisibles pour le consommateur. C'est vrai que sinon, c'est pas vraiment tenable au niveau du business. Nous, notre difficulté, c'est finalement le côté iconique, et les gens, ça fait 100 ans qu'ils sont habitués à leur vache, leur fil rouge, ils sont habitués à ouvrir la portion d'une façon. Babybel, par exemple, on a fait un test pour remplacer la cellophane, puisqu'on ne veut pas d'emballage compostable, mais passer sur un emballage papier. Bon, ça marche super bien aux États-Unis, mais en France, ils sont tellement habitués à cette cellophane qui est franchement pas très jolie, mais ça ne passe pas. Ça fait 3 tests conso, et non, c'est pas mon Babybel de d'habitude. On a essayé d'enlever le filet plastique. Je ne reconnais pas ton produit en magasin si on passe sur quelque chose en papier. Donc, le plus dur finalement, c'est de changer, garder cette reconnaissance, garder le côté iconique, le côté fun. Dans toutes nos marques, c'est toujours le fun en premier. Il faut toujours avoir un côté émotionnel. Donc par exemple, on a fait un projet pendant 3 ans pour la boîte Kiri pour essayer de transformer le fourreau en une boîte faite d'un seul morceau. En fait, tous les usages, même au Japon, les femmes, elles n'enlèvent pas la boîte du frigo, elles tirent le tiroir. Donc l'usage même de la boîte Kiri est ancré dans leur gestuelle et on ne peut pas changer la boîte. Donc on a énormément de tests conso qui ne passent pas du tout. C'est même pas juste au même niveau. C'est vraiment un gros rejet des consommateurs dans leurs habitudes depuis des années et des années. Donc c'est vrai que c'est très compliqué cette partie-là. C'est quelque chose qui est aussi ancré chez vous? Parce que vous avez osé quand même, la barquette en bois. Je pense que le problème, c'était plus qu'un problème consommateur. Même il y a eu...
Ce qui s'est passé avec la réduction du plastique pour la barquette en bois, c'est que ça, pour pouvoir y arriver, on a dû investir dans un nouvel équipement et donc faire un produit plus qualitatif. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, eh bien, il s'est positionné à côté, en fait, des produits actuels. Et donc, en fait, ça ne s'est pas substitué aux barquettes plastiques, mais c'était un produit supplémentaire. Et c'est vrai que cette barquette, quand on l'a lancée, elle coûte plus cher. On avait une éco-contribution plus importante puisque le bois, bien c'est pas un matériau. Alors c'est un matériau qui est très intéressant, mais c'est pas un matériau qui est recyclable comme la matière plastique. Ouais, on ne peut pas le mettre dans une poubelle. Voilà. Voilà. Il y a un enjeu. Hein. Ouais. Quand on a démarré, on avait aussi des tailles de série plus faibles du fait de la diminution de la durée de vie des produits. Et donc tout ça mis bout à bout fait un produit un peu plus cher, mais la qualité du produit nous a permis de le vendre un petit peu plus cher et finalement, grâce au bilan carbone et la promesse du produit, de nous y retrouver. Mais ça a été un produit supplémentaire. Donc c'est une balance, on le voit. Hein. Oui. La boîte à camembert, qui dans les faits, dans mon site home, est un refus de tri et me coûte 650 € la tonne. Qu'est-ce que j'en fais? Ça va changer là-dessus. Non, ça reste un refus de tri. Il n'y a pas de. Aujourd'hui, c'est un refus de tri. Voilà. Mais bon, on assume. Elle a d'autres avantages. Mais en tout cas, elle n'a pas. On assume ou on va devoir le supprimer? Je ne suis pas législateur. Je ne suis que élu local. Alors, j'allais presque me dire, on le réduit ou pas? Pardon, non, il y a eu. C'est vrai qu'elle a fait couler de l'encre, parce que théoriquement, elle est, voilà, elle n'est pas, c'est pas un emballage recyclable, donc elle a d'autres fins de vie. Je pense qu'elle, voilà, c'est le syndicat des bois légers. Elle a d'autres qui va essayer de la sauver. Mais c'est vrai que voilà, on est dans ces paradoxes. Il y a un sujet. On est dans ces sujets, beaucoup de paradoxes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que. Et là, c'est. C'est-à-dire qu'il y a une Fleury-Michon alternative, était complètement là-dedans. Fleury-Michon, c'est un emballage. Veut sortir du plastique, c'est leur droit. Ils veulent sortir du plastique. Donc ils essaient, même s'ils lancent un nouveau produit, ils lancent une boîte en bois qui aussi était très, très qualitative par rapport à la protection du produit. Il reste un peu de plastique autour pour fermer cette boîte en bois. Et finalement, ils se prennent un malus parce que la boîte, finalement, n'est pas recyclable. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est compliqué pour les industriels. C'est ce que disait Camille. Parce que, en fait... ils réduisent l'aluminium, mais l'étiquette, elle devient plus lourde, donc ça devient un sujet. Donc c'est pas toujours simple. Pas simple, voilà. C'est ce qu'on vient de voir. J'ai une dernière question, peut-être sur voilà, ce que vous envisagez, comment vous voyez les choses en termes de perspective. Et puis on verra si vous avez des questions. En tout cas, préparez-les, puisque c'est l'occasion. Peut-être un mot, une conclusion? Juste dire que... Alors, puisque le thème, c'est la réduction. En fait, la réduction, c'est vrai qu'on en fait depuis de nombreuses années, puisque finalement, quand on achète moins de matière plastique, ça nous coûte moins cher. Donc, forcément, qu'on essaie de mettre le minimum. Aujourd'hui, on a atteint, on va dire, le maximum de ce qu'on peut faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut réduire encore, eh bien, contrairement à ce que ça nous procurait par le passé, c'est-à-dire des bénéfices, de la productivité. Aujourd'hui, on est obligé d'investir pour diminuer. Et donc là, on en est rendu à un moment un petit peu compliqué pour aller vers la réduction. Je vais juste rappeler quelque chose qui va dans ton sens, parce que j'avais étudié ça, mais il y a plus d'une dizaine d'années. Je m'étais rendu compte que les emballages, tout confondus, avaient été plus réduits de 1974 à 1994 qu'il n'avait été réduit de 1994 à 2014. Donc, ce n'était pas l'injonction de la réglementation. C'est juste parce que économiquement, c'est super rentable de réduire. Exactement. Oui, c'était super rentable de réduire, ça l'est beaucoup moins maintenant.
Et pour nous, c'est une nouvelle phase qui s'ouvre avec la PPWR. On a des nouveaux engagements qui sont plus clairs et on va pouvoir vraiment investir, comme je le disais au début. Et je pense qu'on va être forcé, la régulation va nous forcer à aller sur des solutions, même si le conso ne l'accepte pas. Mais en 2030, on n'aura plus le choix. Donc la balance va être un peu plus facile pour nous, les ingénieurs, par rapport au marketing, où avant, ils avaient quand même la fin, je dirais, le dernier choix, c'était quand même pour eux. Là, effectivement, 2030, ça va être très strict. Donc si on n'a pas de solution technique, ben, on prendra celle qu'on a. Et voilà, ce sera peut-être un petit peu plus lourd, mais ce sera plus recyclable et ce sera réutilisable. Mais ça va tout changer les 5 prochaines années pour nous. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions à poser à Camille et Stéphane? N'hésitez pas. Alors, je vais vous donner un micro. Regardez. Hop. Et voilà. Allez-y, je vais vous demander de vous lever et de vous présenter. Merci. Bonjour à tous. Mathieu Pavageau, je suis chef de projet éco-conception chez Citeo. Petit commentaire déjà sur les emballages en bois dans la PPWR. Certes, ils ne seront toujours pas recyclables, mais ils prévoient d'être exonérés de recyclabilité dans la PPWR. Et ensuite, petite question. Il y a eu un bon lobbying, effectivement. Et ensuite, petite question, peut-être plutôt pour Belle. Un des leviers de la réduction, c'est de basculer plutôt sur des grands formats par rapport aux petits formats, aux portions. Vous dites que les portions, c'est votre cœur de métier. Est-ce que vous envisagez de basculer sur des grands formats également? Alors, on a fait une étude très détaillée avec une agence externe pour comparer nos pots, puisqu'on a la vache qui rit en pot à tartiner, par rapport à la boîte de vache qui rit. Et en fait, l'impact carbone est beaucoup plus élevé sur un pot plastique parce qu'en fait, toute la matière, c'est du plastique et elle est épaisse partout. Alors que finalement, on n'a que 10 microns d'aluminium pour protéger le produit et on n'a plus qu'une boîte carton qui fait toute la compression. Donc finalement, les pots qu'on a chez nous ont un moins bon impact carbone que la portion. Donc c'est très optimisé et on n'a pas d'espace de tête, alors que dans les pots, on a de l'espace de tête dû à la machine. Donc non, on ne considère pas du tout changer de modèle. On se bat un peu pour ce modèle-là, parce que c'est un modèle aussi où il n'y a jamais de gaspillage, aucune portion n'est jetée, alors qu'on a toujours des restes dans un pot, il y a toujours un peu de moisi, et donc le gaspillage alimentaire, 2 grammes, ça vaut bien plus que tout l'emballage qu'on peut ajouter. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Oui, monsieur. Allez-y, levez-vous pour qu'on puisse vous identifier. Bonjour. Bonjour. Yann Guelaudet, acheteur emballage chez Pâtisses France Puratos. Moi, j'avais une question parce que vous parlez beaucoup de la loi européenne, mais il y a eu très peu d'informations sur la loi AGEC, notamment sur celle de 2025. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet-là? Parce que je sais qu'il y a un énorme flou juridique autour de ça. Et du coup, c'est pour avoir des informations là-dessus. Fabrice. Alors, c'est une révision. On aura demain matin Véronique Rioton, qui sera demain matin, qui était la rapporteuse de l'évaluation de la loi AGEC. Effectivement, il y a une loi AGEC 2, et je rappelle que la loi AGEC prévoyait des décrets quinquennaux, donc ça va forcément arriver. Vous savez, les lois, tant que c'est pas voté, ça n'existe pas. Mais alors, effet... par contre, ça fait parler sur les réseaux sociaux. Hein. J'ai jamais vu autant de gens qui étaient au courant de ce qu'il y avait sur la PPWR. Et donc non, on n'a pas aujourd'hui. Oui, c'est vrai que les Français se sont bien battus sur la boîte à camembert en bois. C'est français. Je pense que les Allemands ont dû se battre sur autre chose, mais il n'y a pas. On n'a pas encore aujourd'hui le début. Vous savez, dans beaucoup de conférences que j'ai faites, j'ai dit aujourd'hui, les lignes, elles sont claires. Hein. Il n'y a pas. Après, c'est vrai que pour vous, industriels, vous avez peut-être besoin d'ajuster les chiffres, mais c'est chasser l'emballage inutile, ce que fait Belle. Posez-vous réellement la question de l'utilité de tous vos emballages. C'est la frugalité. Alors, parce qu'on a parlé de réduction, mais la réduction, ça peut être aussi la réduction de nombre de pièces dans vos emballages quand vous avez des bouchons, donc le monomatériau, etc. Pour améliorer la recyclabilité, c'est améliorer la recyclabilité. Puis il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est le réemploi.
puisque de toute façon, la loi AGEC et la PPWR va être beaucoup plus gourmand, je pense, en termes de réemploi. Et là aussi, le travail de beaucoup de gens, dont Citeo, dont on parle dans je ne refais pas sur le bouquin, mais je vous invite vraiment à vous poser la question du réemploi. Et Fabrice, c'est ce qu'on a vu aussi pendant cette conférence, c'est-à-dire que est-ce que cette réduction, elle engendre aussi une réduction carbone quelque part, c'est-à-dire c'est ce que le poids oui. Finalement, c'est ça un peu le paradoxe aussi parfois, hein, et c'est ce qu'on a essayé d'illustrer aussi au travers de cette conférence. Ben forcément, la réduction, elle ne l'engendre pas forcément tout le temps, de facto, parce que si elle génère de l'emballage secondaire et elle met plus de camions sur les routes, ben, tout ce que vous avez fait, ou le pire, et c'est ce que Camille aussi a dit, c'est si elle fait perdre, parce que l'objectif de l'emballage, enfin la principale fonction de l'emballage, c'est protéger, ça contient. En agroalimentaire, l'impact environnemental du contenu est entre 95 et 90%. Donc vous pouvez gagner 5% sur les 5%, c'est que dalle. Par contre, si vous perdez 2% d'emballage, 2% de produits sur l'impact alimentaire de ça, c'est énorme. Cela dit, Jean Jouzel, ex-vice-président du GIEC, m'a dit « Mais Fabrice, tu as raison, mais n'oublie pas que pour arriver à carbone neutre, à la neutralité carbone, c'est tout qui doit être neutre. C'est-à-dire c'est le produit et c'est l'emballage. Mais ne pas oublier qu'on travaille sur le couple. » Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Merci Fabrice pour ton expertise. Merci Camille et merci Stéphane pour ces exemples très concrets. Merci beaucoup. On peut les applaudir chaleureusement. Merci.